Donc tu lisais les propos de Paul Loup, j'entendais Benjamin Pichot qui est à ma gauche et qui est avocat, maître de conférence en droit, opiner du chef et plus que ça, s'y retrouver, je crois. Exactement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci infiniment pour cette invitation et bravo aux organisateurs pour l'anniversaire de la DUDH. C'est effectivement très important et il est très important de rappeler qu'il faut du droit et qu'il faut des droits, effectivement, dans le cadre de la prise en charge, même si le terme est correct, mais on y reviendra, de la maladie d'Alzheimer. Alors, quand tu m'as invité à parler, Fabrice, je ne te cache pas qu'au début, j'avais commencé à préparer une intervention très juridique, en égrénant les droits, ceux qui étaient reconnus par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour de cassation, par le Conseil d'État, avec une liste d'arrêts. Puis après, tu m'as envoyé le texte qui était une sorte d'appel à la pourquoi du comment du colloque. Et puis j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de construire quelque chose de négatif, comme on a l'habitude de le faire en droit. C'est-à-dire, voilà, il y a eu une faute, il y a eu la violation d'un droit, ça a été sanctionné par un tribunal, donc j'ai essayé de prendre les choses différemment. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal en tant qu'avocat, parce que si je dois prendre les choses différemment, j'ai eu, comment dire, des difficultés à aborder ce sujet précisément différemment. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison très simple, et c'est exactement ce que Paul Loup a évoqué dans la courte intervention qu'a lu Emmanuel, c'est que s'interroger sur les droits des personnes avec la maladie d'Alzheimer, c'est une sorte d'aporie pour nous. Puisque finalement, quand on parle de la déclaration universelle, on parle bien d'une déclaration qui est universelle, qui s'entend effectivement dans le sens de tous les pays, bien sûr, qui ont signé, mais aussi toutes les personnes. Donc pourquoi faire une sous-catégorie de droits pour les personnes avec la maladie d'Alzheimer ? À partir du moment où on proclame le droit à la dignité ou d'autres droits, on va y revenir, le droit à la liberté de penser, le droit à la liberté de s'exprimer, on proclame pour toutes les personnes indifféremment de leurs conditions et indistinctement de leur état social, de santé ou autre. Et puis en plus, effectivement, on parle de la DUDH aujourd'hui, et c'est tout à fait légitime puisque nous en célébrons le 70e anniversaire. Mais ces droits sont si universels dans nos organisations politiques qu'ils sont aussi reconnus par d'autres textes, la Convention européenne des droits de l'homme, des pactes internationaux sur le handicap, la Déclaration universelle, enfin la DDHC de 1789, etc., etc. Donc en ce sens, j'aurais tendance à dire que c'est un échec parce qu'il n'y a pas de particularité, ce sont tous les droits. Alors la deuxième façon que je pouvais avoir d'aborder les choses est une façon très... de construction juridique, justement, pas positive, mais d'énumération des dispositifs qui existent en termes de protection, nous pourrions dire, mais d'accompagnement des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. J'aurais pu vous parler de personnes de confiance, j'aurais pu vous parler des mesures de protection, les anciennes incapacités, j'aurais pu vous parler des directives anticipées, j'aurais pu vous parler de l'habilitation familiale qui a été introduite récemment. Je ne le ferai pas, d'une part parce que ces dispositifs sont insuffisants, d'autre part parce qu'il y a une personne infiniment plus compétente que moi qui le fera tout à l'heure, Madame Anne Caron d'Église, qui a présenté, n'a pas fait que l'évoquer, qui a présenté 104 ou 105 propositions pour faire évoluer justement les dispositifs existants de protection, d'accompagnement des personnes effectivement vulnérables et pas seulement les personnes qui présentent une situation de maladie d'Alzheimer. Alors, finalement, la troisième approche est assez simple, et c'est celle qu'on va retenir ensemble. C'est celle qui me conduit à évoquer les droits qui sont les plus concernés par la maladie d'Alzheimer. Très rapidement. Et on va voir qu'il y a un paradoxe. 3 droits, ou 3 ou 4, si vous voulez, qui sont les plus fréquemment évoqués quand il s'agit de maladie d'Alzheimer. Le premier droit, c'est bien sûr le droit à consentir à tous les actes. Qu'il s'agisse d'actes de prise en charge de santé, d'actes de soins, on va dire d'une manière générale, ou d'actes autres. Deuxième droit, la liberté d'aller et venir. Effectivement, tu l'as rappelé, problème de contention, problème d'enfermement. On pourrait parler de problème d'enfermement social. Nous savons que tout ce qui est EHPAD est en général rejeté hors la cité, hors les murs de la cité, loin des yeux. Je ne dirais pas loin du cœur, mais ça n'en est pas loin.
pour le coup, mais voilà, il y a une entrave ici à la liberté d'aller et venir, et je pardonnerai la parenthèse qui est volontairement extrêmement provocatrice ici, c'est finalement un peu comme les prisons, hein. C'est loin, parce que d'une part personne n'en veut à côté, et puis parce que si on veut s'échapper, plus c'est loin, plus ce sera difficile effectivement de s'échapper, ça nécessite des moyens un peu plus compliqués. Donc on est effectivement dans une logique qui n'est pas complètement délirante, et qui a été rappelée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, quand d'une manière provocatrice elle-même, elle avait dit qu'effectivement elle voulait s'intéresser aux EHPAD. Même si la démarche était outrancière, ce qu'elle savait pertinemment, il y avait quelque chose ici dans la logique sociale qui n'était pas complètement abusive. Quatrième groupe de droits, si vous voulez, alors on pourrait parler bien sûr du droit au respect, du troisième groupe, pardon, du droit au respect de la vie privée. Un droit fondamental, on le retrouve tout le temps. À partir du moment où il y a une situation ici de vie collective, va se poser la question de comment on exerce son droit au respect de la vie privée, comment on choisit son domicile, etc. Donc on pourrait effectivement voir dans la jurisprudence quels sont ces droits. Mais en réalité, il y a un paradoxe à évoquer, et un quatrième droit, le droit aux soins si vous voulez, mais c'est plus pratico-pratique en quelque sorte. Il y a une sorte de paradoxe en réalité à parler des droits fondamentaux ici pour la personne avec une maladie d'Alzheimer, puisque effectivement, on devine que tout de suite, il y a une figure de rhétorique. C'est celle qu'on appelle la prétérition. Vous savez, quand on dit « je ne suis pas raciste, mais », c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on va proclamer ces droits, soit on les proclame d'une manière universelle, et dans ces cas-là, il n'y aura pas nécessairement de limitation, soit au contraire, on va s'intéresser aux droits des personnes avec la maladie d'Alzheimer, c'est parce que précisément, on ne va pas tellement s'intéresser à leurs droits, on va davantage s'intéresser aux limitations aux droits. Et donc, dans ce cadre-là, on est exactement dans le cœur du sujet, effectivement. Alors, la difficulté, c'est que, vous voyez, déjà, quand on évoque les droits fondamentaux pour les personnes avec la maladie d'Alzheimer, on est déjà sur un groupe de droits qui est abusivement restreint. C'est-à-dire qu'on s'est conditionné nous-mêmes, en réalité, à n'évoquer que ce groupe de 3 ou 4 droits fondamentaux, en oubliant les autres droits fondamentaux, comme s'ils coulaient de source, ou si on devait être en réalité un peu plus négatif, comme si d'une certaine manière ils étaient oblitérés ou ils venaient en second plan, alors que pour les personnes qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer, ils ne viennent pas du tout en second plan. Droit de vote, c'est un exemple topique. Voilà, le rapport d'Anne Caron d'Église le rappelle, c'est je crois 93% des personnes qui sont sous tutelle sont systématiquement privées du droit de vote. On parle du droit au consentement, droit au consentement pour tout ce qui concerne l'aspect patrimonial qui continue à exister. Mais quand on va parler de consentement pour la maladie d'Alzheimer, on va parler immédiatement de consentement aux soins. Vous voyez, il y a tout ce pan ici de droits fondamentaux qui est effectivement mis de côté. Alors, il est mis de côté, il est limité pour différentes choses, et je surveille le temps en même temps. Effectivement, il est limité pour 2 groupes de raisons, si vous voulez. Et c'est ça, quand on étudie les droits fondamentaux, qui est absolument stupéfiant, c'est que on est toujours dans un régime de proportionnalité, d'aménagement en réalité entre des droits qui sont concurrents, et on va retrouver ça effectivement dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Alors le premier groupe de limitation, c'est un groupe de limitation qui est lié finalement à l'intérêt de la personne elle-même, à son propre bonheur en quelque sorte. On va lui limiter ses droits fondamentaux dans son propre intérêt. Un régime de protection. On va installer une tutelle, une curatelle, mais c'est pour la sauvegarder, ou une sauvegarde de justice ou une habilitation, bref, si tant est que l'habilitation soit un régime de protection, mais pour sauvegarder ses propres intérêts. Donc on va diminuer l'effet qu'on va donner à sa volonté. On va le faire pour sa propre sécurité. On limite sa liberté d'aller et venir pour préserver sa sécurité physique. On le fait aussi, et souvent, et c'est le deuxième groupe de raisons qui le justifie, non pas dans l'intérêt de la personne elle-même, mais dans l'intérêt des tiers. C'est exactement le questionnement que Paul Lou a souligné tout à l'heure. La sécurité de la société, la sécurité du service. Voilà, on sait que dans une collectivité, prendre un exemple classique, en droit hospitalier, on sait qu'on peut toujours limiter les droits fondamentaux d'une personne dans l'intérêt du service. Même si en même temps on remarque que la chambre du résident ou de la personne hébergée dans un établissement est un domicile au sens du droit, a priori il y a une sorte de souveraineté dans ce qu'on fait dans son domicile, on va en limiter ici les effets tout simplement dans l'intérêt du service. C'est un classique.
Alors, une fois qu'on a posé ce constat des droits qui sont universels, mais qui ne sont pas si universels, qu'on va limiter, qu'est-ce qu'on fait? Le constat, on le fait tous, on le sait tous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ici. Alors, la première chose, c'est bien sûr de constater ces insuffisances et de trouver des solutions. Là aussi, je renvoie évidemment à ce que tu as écrit à ton étude, qui est assez édifiante, et au rapport d'Anne Caron d'Église, quand il s'agit d'un point de vue juridique, parce qu'il est absolument parfait. Il y a énormément de mesures qui sont proposées. Parmi celles qui m'intéressent le plus, la représentation par un avocat. Moi, ça me parle beaucoup. Souvent, effectivement, nous sommes saisis de difficultés. Comment je fais, moi, pour représenter la personne? Quand il y a des conflits au sein de la famille, comment je fais dans un autre cadre? Quand il y a une personne qui est effectivement autre cadre que la maladie d'Alzheimer, s'entend, qui est dans le coma, une famille qui m'appelle en disant, voilà, on voudrait savoir, ne serait-ce qu'avoir accès au dossier médical. Personne n'est dans le coma, il n'y a pas eu de mandat de protection future, il n'y a pas encore de tutelle qui est mise en œuvre. Moi, je fais comment? On demande au procureur de saisir le bâtonnier pour désigner un avocat. On ne va pas aller très loin. Donc il y a effectivement une nécessité ici qui se pose. Il y a d'autant plus une nécessité que dans ce même rapport, on rappelle l'importance du juge des tutelles dont on souhaite le changement de nom et le changement des fonctions, une évolution à juste titre. Donc qui dit juge dit normalement dans un état de droit présence de l'avocat. Ça me paraît assez important. On parle aussi d'aménager d'une manière efficace le code civil avec le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles. On sait que les deux n'ont pas avancé au même rythme et qu'il y a parfois des hiatus qui peuvent se révéler assez gênants, notamment pour les professionnels concernés, parce qu'on vous dit que dans le code civil, on fait perdurer, entre guillemets, non seulement la personnalité évidemment, mais la capacité. Dans le code de la santé publique, à partir du moment où il y a une tutelle, c'est pour le tuteur et c'est à la mesure de l'entendement de la personne. Donc autant dire que c'est beaucoup plus rétrograde. On pourrait continuer comme ça. Mais pour conclure, je crois qu'il me reste 1 minute. En réalité, effectivement, tu l'as dit, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de la justice. Pas de la justice comme moi je l'entends habituellement, pas de la justice dans sa fonction judiciaire, effectivement, même s'il en faut. Il en faut comme une vigie, il en faut comme une alerte, il en faut pour avoir un groupe de personnes qui soient bienveillantes, effectivement, à l'écoute et susceptibles de procéder à un rappel des droits fondamentaux et permettre l'exercice des droits fondamentaux de la personne lorsqu'ils sont bafoués. Mais il faut plus. Alors, appelons ça un renversement de perspective. Ce qu'il faut, effectivement, c'est que dans notre société, nous voyons les choses différemment. Parce que sinon, la situation n'évoluera pas. Alors je sais qu'il y a quelque chose d'une réflexion de bisounours à dire cela. C'est évident, on ne va pas changer la société à coups de baguette magique, même si nous nous réunissons dans un amphithéâtre avec des couleurs très positives et chatoyantes. Ça n'y suffira pas. Mais je crois que les promoteurs de la Déclaration universelle avaient aussi une sorte d'utopie qu'ils poursuivaient. Et il nous appartient, nous aussi, de poursuivre cette utopie pour faire évoluer les choses. Pour une raison très simple, c'est que nous avons beau parler, nous avons beau dire il faut respecter les droits fondamentaux, mais qui est-ce qui, in fine, permet l'exercice, le maintien des droits fondamentaux des personnes qui présentent une maladie d'Alzheimer? Elles-mêmes ne peuvent pas faire valoir leurs droits fondamentaux. Nous en sommes les garants, nous en sommes les dépositaires. Elles l'exercent par notre intermédiaire, en quelque sorte. Même si cette présentation est caricaturale, elle est socialement pas complètement erronée, si l'on veut bien y réfléchir une seconde. C'est-à-dire que si nous-mêmes, nous ne changeons pas notre perspective sur les personnes qui effectivement ont une maladie d'Alzheimer, sur les personnes qui ont un handicap, sur les personnes qui sont vulnérables, quelle que soit la cause de vulnérabilité, nous aurons beau provoquer et proclamer des dispositifs juridiques qui sont généreux, nous aurons beau sanctionner les abus, nous ne parviendrons jamais à permettre l'exercice effectif et quotidien des droits fondamentaux par toutes ces personnes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, je crois qu'on est nombreux dans la salle à se dire que si, quand une intervention nous pose difficulté, on arrive à faire un exposé de cette nature-là, on aimerait bien être
dans cette situation-là. Moi, je retiens deux choses de ton exposé, et du coup, je vais, Benoît, si tu en es d'accord, changer l'ordre des interventions, mais je rebondis sur ce que tu dis à la fin, sur la question de l'effectivité. Je crois que cette idée que nous sommes individuellement ou collectivement les garants des droits des uns et des autres me semble important. Et donc, je trouve intéressant cette manière provocante que tu as de nous questionner, de nous forcer à regarder ces questions, et notamment cette question de la restriction de liberté et cette ouverture sur les autres droits.